qui est en Voilà. La démarche qui est employée sur ce bâtiment et un rappel également du programme, parce que je pense que c'est important aussi de le rappeler. Donc, du coup, d'abord, félicitations aux équipes de l'agence Dreyer et Franzel et de l'agence Belval et Parquet qui sont lauréates pour la maîtrise d'œuvre sur ce bâtiment Lepage. Et puis, je remercie et nous remercions avec Agnès également les équipes de la Ville de Paris Métropole Aménagement, de Paris Habitat et de la foncière de la Ville de Paris, qui va aussi vous faire un petit rappel sur le programme, puisque vous savez que c'est la première opération à Paris de logement engagé par la foncière, c'est-à-dire ce nouveau type de propriété pour permettre d'élargir notre palette du logement abordable. Et c'est vrai que c'est la particularité, notamment de cette parcelle, de cet îlot Lepage. Voilà, nous ne serons pas beaucoup plus longues, mais Agnès, si tu veux me compléter ou me corriger. Non. Et on préfère vous laisser la parole, mais Agnès. On s'était engagé effectivement sur l'ensemble des bâtiments de Saint-Vincent-de-Paul de revenir régulièrement vers vous. Donc là, c'est le dernier en ce qui concerne Lepage. Et on reviendra d'ailleurs à nouveau quand on va en parler, mais quand le bâtiment, j'allais dire, le projet sera un peu plus avancé avant le dépôt du permis de construire, comme on s'y est engagé. Et puis, je suis aussi, moi, absolument ravie qu'il y ait une présentation par effectivement quelqu'un qui est le futur habitant, qui va vous pouvoir expliquer aussi comment il travaille aujourd'hui avec l'équipe d'architectes. Et c'est vraiment quelque chose de très intéressant qui va vous être présenté. Voilà. Merci, Idio. Donc, hop, oula, je suis en train de vous déflorer le sujet. Voilà. Donc, Delphine, je t'en prie. Merci, bonjour à tous. Donc effectivement, quelques minutes juste pour rappeler le contexte. Donc effectivement, Delphine Joly de Paris Métropole Aménagement. Je suis avec Adeline Chambre, Corinne Martin et Sylvie Borst aussi, donc notre directrice générale qui est là aussi ce soir. Donc pour vous rappeler le contexte de l'opération très rapidement, donc on se situe entre l'avenue d'Enfer Rochereau et la rue Boissonnade. On est entouré de grandes institutions, donc sont la Fondation Cartier, l'Œuvre des jeunes filles aveugles et le Couvent de la Visitation. Et donc le programme qui est donc de l'opération d'aménagement est à forte dominante logement, donc avec 600 logements, dont 50% social, 20% intermédiaire et 30% d'accession à la propriété, dont dans ces 30%, 8% de BRS, dont fait partie les 23 logements du lot Lepage. Et aussi, on a 25 logements sur le lot Le Long dans ce montage de BRS. On a donc des équipements publics qui sont rassemblés dans ce qu'on appelle le super équipement Pinel, qui regroupe une crèche, une école et un gymnase. On a aussi environ 7300 m² de ce qu'on appelle Synaspic, donc des équipements à vocation d'intérêt commun, donc avec notamment un grand équipement privé à vocation culturelle et créative qui se retrouve sur la façade d'Enfer, donc répartis sur le lot neuf d'Enfer et les bâtiments réhabilités Robin et Oratoire. Donc, qui comprendra des salles d'exposition, des résidences d'artistes, un restaurant solidaire et un incubateur social. Et aussi environ 3000 m² de ce qu'on appelle des pépinières d'entreprise, donc à vocation sociale et solidaire, qui se retrouveront dans les cours anglaises des bâtiments Le Long et Pinard. Et puis, on a également donc, tout un socle d'activités de commerce en pied d'immeuble de l'ensemble des lots, donc avec des commerces de proximité, notamment autour de la cour Robin, qui sera une cour publique. Et on a donc d'autres commerces dans les rez-de-chaussée de Chauffry, Petit, Le Long et Pinard. Voilà, et enfin, on a une centrale de mobilité donc en entrée de site, donc sous le lot d'Enfer, en infrastructure, qui viendra répondre aux besoins du quartier, donc avec notamment 60 places véhicules légers et 30 places de deux roues, qui seront donc dans un système de foisonnement, de mutualisation entre logement et activité, et puis tout un tas de services complémentaires pour venir en alternative à la voiture individuelle. Donc,
Voici pour le contexte. Ensuite, slide suivante. Voilà, pour rappeler très rapidement les ambitions environnementales qui sont fortes sur le quartier. Donc, on a déjà un très fort enjeu sur l'eau et la biodiversité, avec une gestion des eaux pluviales mutualisée à l'échelle du quartier, et donc avec une végétalisation très forte de toutes les surfaces, donc dans les espaces publics, mais aussi privés, donc sur les toitures, les cœurs d'îlots, les cours anglaises. On a aussi un grand enjeu d'économie circulaire. Donc déjà, on garde 60% du bâti existant pour éviter de démolir. On préconise pour tout ce qui est construction l'emploi de matériaux biosourcés, le réemploi de matériaux soit venant du site, soit venant de l'extérieur. Et puis, on a aussi tout un système de valorisation des urines pour les transformer en engrais et les utiliser dans les espaces verts de la ville. Sur le sujet énergie, on insiste beaucoup pour avoir des bâtiments passifs, donc avec les consommations les plus faibles possibles. Et on s'approvisionne avec des énergies renouvelables, donc notamment notre boucle de chaleur locale qui récupère la chaleur sur l'eau non potable du réseau de la ville de Paris, et aussi une production locale d'électricité, donc avec des panneaux solaires sur à peu près chacun des lots. Et enfin, donc, sur les mobilités, j'en ai parlé rapidement avec la centrale, donc, le projet en lui-même prévoit une boucle à 20 km/h, donc partagée entre les piétons, les véhicules et les deux roues, donc très apaisée. Et puis, on encourage, comme je le disais, aux mobilités alternatives, à la mutualisation du stationnement. Voilà, on a aussi énormément de locaux vélos dans chacun des bâtiments qui viennent venir en alternative à la voiture. Ensuite, pour venir donc, au programme du Lepage en lui-même, voilà, donc on avait déjà le vœu d'une démarche d'habitat participatif sur ce lot-là. Pour le programme en lui-même, on a 2500 m² en tout, donc environ 33 logements, 23 logements qui sont en accession sociale à la propriété, donc via ce système de bail réel solidaire, donc porté par la foncière de la ville de Paris. 10 logements locatifs sociaux qui sont portés par Habitat directement, donc environ 60 m² d'espace commun minimum sur le lot. Voilà. Pour ce qui est du calendrier, on a un objectif de dépôt du permis de construire en 2022 pour un démarrage des travaux en 2023 et une livraison prévisionnelle en 2025. Voilà, j'ai fait le plus rapidement possible pour laisser le temps aux autres intervenants. Merci Delphine. Donc c'est Sophie Lecoq de la Foncière de la Ville de Paris qui va vous présenter, vous faire un petit rappel du dispositif BRS et les modalités de sélection. Je vous donne la parole. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. En effet, le lot Lepage, c'est la première opération à Paris de logement en BRS, donc en bail réel solidaire, qui est ce nouveau dispositif, qui est en fait un dispositif de dissociation du foncier et du bâti, qui permet de vendre des logements bien moins chers en fait, que sur le marché libre, à savoir à un prix qui est plafonné à 5 096 € du mètre carré. La façon dont ça fonctionne rapidement, donc nous, foncières de la ville de Paris, faisons l'acquisition d'un terrain, qu'il soit bâti ou non bâti, et ensuite nous confions la réalisation de l'opération à un opérateur, donc que ce soit la construction d'un bâtiment ou sa réhabilitation. Et nous, en fait, on reste propriétaire du foncier pendant absolument ad vitam aeternam, si je puis dire. Et l'opérateur, une fois qu'il a construit ces logements, les vend à des ménages, mais donc il ne leur vend que le bâti. Et donc c'est bien tout le principe de ce système. Et donc les ménages achètent leur bâti sous la forme d'un bail réel solidaire. Donc c'est un bail de très longue durée, un bail de 99 ans. Les prix sont, comme je vous le disais, plafonnés, et les ménages qui peuvent accéder à ce dispositif sont des ménages qui répondent à des plafonds de ressources. Donc c'est un mécanisme d'accession sociale à la propriété. Une fois qu'ils sont dans leur logement, les ménages acquittent par ailleurs une redevance foncière donc auprès de la foncière, c'est-à-dire nous, au titre de l'occupation du foncier, puisqu'ils ne sont pas propriétaires de ce foncier et donc en quelque sorte, ils le louent. Ce mécanisme a des contreparties, c'est-à-dire que lorsque le ménage souhaite revendre son logement, il le peut tout à fait, mais il ne pourra le revendre qu'à des ménages qui sont eux aussi sous plafond de ressources et à un prix qui est encadré, c'est-à-dire au prix où ils l'ont acheté et indexé sur une valeur proche de l'inflation. Donc en fait, c'est un système vraiment anti-spéculatif dans la durée, un horizon de temps infini, puisque donc avec ce système de dissociation et le fait que la foncière reste propriétaire du terrain ad vitam aeternam, le logement reste en fait vendu à un prix qui est contrôlé sur le très 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 long terme.
Si on passe à la slide suivante, merci. Ce programme sur l'eau Lepage, donc a cette spécificité d'être le premier projet en BRS à Paris, mais aussi d'être en habitat participatif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, habitat participatif? Ça veut dire que les futurs, habitants participent, en fait, à tout le processus d'élaboration de leur logement et après de sa vie, c'est-à-dire, en fait, de la conception vraiment, du logement à ensuite, la vie du logement, que ce soit la gestion de l'immeuble, la vie des espaces communs, qu'ils auront, définis en amont, mais aussi, du coup, la vie, de la zone entière de Saint-Vincent-de-Paul et du quartier. Donc ça, c'est un point, vraiment, important. Voilà, c'est un projet qui implique très fortement, les futurs habitants, mais comme Ricky aura aussi l'occasion de vous le raconter, juste après. BRS et habitat participatif, c'est 2 mécanismes, 2 systèmes qui fonctionnent, bien ensemble, dans la mesure où, déjà, il y a vraiment un système, de valeurs, communes, hein, c'est-à-dire vraiment de voir le logement comme un lieu de vie, un lieu inclusif, et de partage et donc à l'opposé, d'un bien, spéculatif, par exemple. Donc c'est vraiment des valeurs, communes qui lient, BRS et habitat participatif. Et puis, aussi, ça permet de faire coïncider pour les ménages, bah, un logement enfin de définir en fait un logement qui soit en concordance avec, leurs, ressources. Et puis, enfin l'avantage de lier ces 2 dispositifs, c'est que le BRS donc il est, mis en enfin construit, on va dire par un opérateur, en l'occurrence Paris Habitat, et qui permet du coup enfin Paris Habitat peut apporter toute son expertise, son expérience, son savoir-faire, aux futurs habitants, et donc les guider en fait dans tout ce processus participatif pour les aider à construire, leur futur immeuble. Voilà, si on passe, à la slide suivante pour vous dire, en quelques mots, donc comment s'est passé le processus de sélection de nos 23 ménages sur ce programme, de BRS. Donc on a lancé un appel à candidature public en avril dernier, qui est resté ouvert, pendant 3 semaines et pendant ces 3 semaines, nous avons reçu 2 691, candidatures, donc un nombre assez important. Et donc la façon dont nous avons sélectionné les gens, c'était de manière, tout à fait, transparente et publique, hein, et c'était, bien décrit sur notre site internet avec, d'abord un 1er filtre, qui visait à vérifier d'abord que les candidats respectaient bien les plafonds de ressources, hein, naturellement, et aussi qu'ils étaient en mesure d'acheter leur logement, parce qu'ils avaient les moyens, de l'acheter. Ça, c'était le 1er filtre, et à l'issue de ce 1er filtre, nous avons eu 625 dossiers éligibles qui ont été ce qu'on appelle cotés, c'est-à-dire, qui ont fait l'objet d'un système de notes selon 10 critères, pour pouvoir en fait, bah, prioriser, les dossiers les uns par rapport aux autres. Dans ces 10 critères, il y avait, notamment, travailler à Paris, habiter à Paris déjà, être, primo-accédant, demander un logement qui corresponde à sa composition familiale, et cetera. Donc 10 critères qui étaient aussi, tout à fait, publics. Et puis donc les 625 dossiers ont pu être, classés, et ce qui a permis d'en présélectionner, en gros 5 par logement qui ont été ensuite soumis à une commission de sélection, qui était composée, d'élus de la ville de Paris de tous bords et puis de personnalités qualifiées et qui a abouti à la sélection de nos 23 lauréats. Par ailleurs aussi, au moment de ce dernier filtre, des 118 dossiers, présélectionnés, on avait demandé, à ces candidats de rédiger une lettre de motivation, pour, expliquer, leur, intérêt pour ce programme et puis aussi, pour cette démarche participative, que j'évoquais, juste avant. Et ce qu'on a pu voir dans ces lettres de motivation, c'est vraiment, que beaucoup de candidats, en fait, avaient un attachement, tout particulier à l'arrondissement. Soit qu'ils y vivaient déjà, soit qu'ils y étaient nés, soit qu'ils y avaient eu leurs enfants. Enfin, il y avait vraiment, voilà, qu'il y a une forte, attachement, à ce quartier et parfois même vraiment au site Saint-Vincent-de-Paul en particulier, hein. Et donc on a d'ailleurs dans les 23 ménages, 7 qui habitent déjà aujourd'hui, l'arrondissement. On a par ailleurs, 22 sur 23 ménages, qui ont des enfants, donc qui seront scolarisés aussi dans le quartier. Beaucoup essentiellement même, quasi exclusivement, ce qu'on appelle des travailleurs essentiels, pardon, donc qui travaillent donc à Paris dans des fonctions,
qui ont été qualifiés d'essentiels, notamment au moment de la pandémie de Covid. Et donc, que ce soit professeurs des écoles, agents de la fonction publique, chauffeurs, cuisiniers, enfin voilà. Donc vraiment des travailleurs parisiens dans des fonctions essentielles. Et puis, enfin, ce qu'on peut constater aussi, c'est que, ce programme en BRS permet, d'offrir à ces 23 ménages souvent ce qu'on appelle des parcours, résidentiels ascendants. C'est-à-dire de soit sortir du logement social, soit aussi d'avoir un logement qui est plus adapté à la taille, du ménage que le logement, qu'ils occupent, actuellement. Donc ça, c'est aussi, voilà, très, satisfaisant. Voilà ce que je pouvais, vous en dire. Merci beaucoup. Alors, donc on va passer une présentation de Nicolas Moyon pour le Paris Habitat sur les modalités de consultation et le choix de la maîtrise d'œuvre. Je vous donne la parole. Merci, bonjour. Donc Nicolas Mouillon, Paris Habitat, et j'ai à côté de moi Hélène Schforer, qui est la directrice générale de Paris Habitat, et Jean-Yves Burasté, qui est chef de service au sein de la maîtrise d'ouvrage. Et également en ligne, Céline Diaz, qui est chargée d'opération pour le suivi de l'opération Lepage. Peut-être un rappel bref de Paris Habitat. Paris Habitat, donc c'est l'Office public de l'habitat de la ville de Paris, donc un établissement public qui a un peu plus de 100 ans d'existence et qui a pour mission de gérer un patrimoine de logement social qui s'élève aujourd'hui à plus de 125 000 logements en Île-de-France, mais très, très majoritairement dans Paris intramuros. Donc, Paris Habitat, évidemment, dans le cadre de cette gestion, développe également du patrimoine et le réhabilite, et donc a une expérience de maîtrise d'ouvrage qui est avérée. C'est la raison pour laquelle sur le Lepage, Paris Habitat a été désigné donc, pour assurer la maîtrise d'ouvrage de l'ensemble de l'opération et également du coup avec la première casquette de gestionnaire des futurs logements sociaux de l'opération. Donc ces deux casquettes, elles se déclinent comment sur le Lepage? D'une part avec donc la maîtrise d'ouvrage, conduite de projet pour l'ensemble de l'opération, c'est-à-dire les 10 logements locatifs sociaux et également les 23 logements qui accueilleront les ménages qui ont été sélectionnés pour cette opération en bail réel solidaire. Donc Paris Habitat sera également futur copropriétaire pour ces 10 logements et gestionnaire de 8 logements locatifs sociaux sur les 10. Deux des logements locatifs seront gérés par une association, IDES, donc qui accueillera dans 2 colocations environ 6 jeunes adultes en situation de déficience visuelle. Alors, ensuite, en tant que maître d'ouvrage, la slide suivante, peut-être. En tant que maître d'ouvrage, les enjeux pour la conception de ce lot sont nombreux, mais 2 enjeux importants à rappeler, c'est notamment cette démarche d'habitat participatif qui a déjà été évoquée précédemment, et également une démarche ambitieuse en termes environnementaux. La démarche d'habitat participatif, donc quels sont les objectifs qui ont été fixés? C'est à la fois la co-conception du projet avec les habitants, également l'implication des gestionnaires et de l'ensemble des partenaires du projet qui sont ici présents et participent à la présentation. Plusieurs objectifs ont été déclinés dans le cadre de la consultation de maîtrise d'œuvre. La consultation qui a eu vocation à désigner les architectes qui sont en charge de la conception du projet. Donc, plusieurs objectifs leur ont été fixés, notamment de pouvoir intégrer une réflexion collective sur les modes d'habiter, de pouvoir mener également une réflexion sur les usages innovants pour les logements, de pouvoir mener une réflexion sur la gestion raisonnée et partagée du bâtiment dans le cadre de son exploitation et de sa gestion, et également de pouvoir proposer des pistes
d'autoconstruction, en particulier pendant la phase de chantier. En matière de démarche environnementale, donc l'objectif, ça a été la déclinaison des objectifs fixés par Paris Métropole Aménagement dans le cadre de la fiche de l'eau qui nous a été donnée. Donc, c'est notamment viser une certification NF Habitat HQE, obtenir un label BBCA, donc de basse consommation, de respecter la charte Paris Action Climat, donc avec notamment des enjeux importants en termes de performance énergétique du bâtiment, d'utiliser des matériaux biosourcés et décarbonés, comme ça a été rappelé précédemment, également la gestion à la parcelle des eaux pluviales et de viser une sobriété énergétique. Alors, un focus peut-être sur la manière dont la démarche participative a pu se décliner déjà dans les modalités de sélection de l'équipe de maîtrise d'œuvre, donc l'équipe de concepteurs. Ouais, parfait, merci. Donc, pour pouvoir décliner cette démarche participative, nous avons choisi une procédure dite procédure négociée, c'est-à-dire que l'équipe de concepteurs a été sélectionnée sur la base d'une proposition de méthodologie de la mise en œuvre de la démarche participative et d'intention urbaine et architecturale. Donc, le dessin, il n'y a pas eu de dessin figé d'image du projet, mais bien des intentions qui ont permis de sélectionner l'équipe d'architectes qui ensuite sont amenés, aujourd'hui, sont amenés à travailler et à faire évoluer leur projet. 90 candidatures ont été reçues dans le cadre de cette consultation. 4 candidats ont été sélectionnés et un lauréat a été désigné. Ils prendront la parole tout à l'heure, donc l'équipe Dreyer-Frenzel et Belval-et-Parquet. Dans le cadre de cette procédure, donc des négociations ont eu lieu et ont permis d'impliquer l'ensemble des parties prenantes, dont les futurs habitants et également l'ensemble des parties prenantes impliquées autour de la table aujourd'hui, mairie de Paris, mairie du 14e arrondissement, la foncière de la ville de Paris, l'aménageur Paris Métropole Aménagement, l'architecte urbaniste de la ZAC évidemment, des architectes conseils également. L'implication des futurs habitants, elle a été accompagnée. Des initiations aux modalités de sélection de la maîtrise d'œuvre ont été menées lors d'ateliers. Les habitants ont également été accompagnés pour rédiger un avis, pour participer aux séances de négociation via 2 représentants qui ont été désignés. Et ça va me permettre de passer la parole d'ailleurs à Ricky pour son témoignage. Bonjour, vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Oui. Ok. Bonjour, merci de nous donner la parole. Donc moi, je m'appelle Ricky Tribord. Avec ma petite famille, ma chérie s'appelle Elodie Marot. On est 2 acteurs. On a 2 enfants. Une qui s'appelle Lou, qui a 9 ans, qui a 3 ans. Et une autre qui s'appelle Zoé, qui a 9 ans. Donc, on est 4. Actuellement, on habite aux 3 rues des Pyrénées, dans le 20e à Paris, à Porte de Vincennes. On habite à un T3, à 59 mètres carrés. Et on voulait donc devenir propriétaire. Grâce au papa de ma chérie, mon beau-père, il avait entendu parler de cette opportunité. On s'est renseigné. On a fait des recherches sur Internet et là, on est tombé sur le dossier de candidature qu'on a rempli avec beaucoup de motivation. Et avec un peu de chance, on fait partie des sélectionnés. On correspondait à peu près à tous les critères. Nous, ce qu'on voulait, c'était avoir, comme on est dans un T3, c'était avoir un T4, une chambre de plus, une chambre pour chaque enfant, être propriétaire à Paris parce que malgré ma couleur, je suis un vrai Parisien, je suis né à Paris, je suis originaire de la Guyane, je travaille à Paris et voilà, et qu'on habite déjà à Paris, on voulait rester à
Paris. On n'est pas pauvre, on n'est pas riche, mais ça semblait a priori très compliqué de devenir propriétaire et d'avoir un T4. Voilà, donc quand on a eu connaissance de cette opportunité, ben, on s'est jeté dessus et puis on a été sélectionné et on est très content. Voilà, aujourd'hui, on est a priori sur un T4 de 72 ou 77 mètres carrés neufs dans le 14e, un quartier que j'apprécie particulièrement parce que j'y ai habité. C'est le quartier aussi des théâtres, je suis comédien et puis voilà, le 14e, c'est le quartier de l'Ancienne, tout le monde le connaît. Et le projet en lui-même, moi, j'ai eu la chance en tant que comédien de faire un stage là-bas à Saint-Vincent-de-Paul. On le connaissait, c'est vraiment entre guillemets un petit rêve pour nous. Donc maintenant, l'aventure, elle est lancée, ce qui nous demande une implication totale. Voilà, les architectes ont été choisis et on réfléchit avec eux. Alors, chaque ménage, chaque famille, chaque membre de la famille est associé. Ça repose également on va dire, sur la force du groupe. Quand quelqu'un est moins présent ou on connaît moins le sujet, on a un groupe de 23 familles, les futurs propriétaires qui commencent à se connaître et qui échangent avec beaucoup de points communs, mais aussi des différences, mais je dirais une intelligence commune. Donc, on a monté une association pour que on puisse commencer à s'organiser, comment on prend les décisions pour après apporter des réponses aux questions qu'on nous pose, et puis pour la suite, pour gérer le bâtiment, tout simplement. Comment on va faire? Donc, il y a une association qui s'appelle Sous les pavés Lepage. Voilà. Un exemple, après avoir étudié toutes les candidatures pour les architectes, quand je dis après avoir étudié les avis des différents partenaires, je parle de la FDVP, de Paris Habitat et des autres, avec les contraintes, les points forts, les avis de chacun, on a émis une préférence et le cabinet, les architectes ont été choisis. Personnellement, j'en suis très content. Je pense que le groupe, dans sa majorité également, que je salue, j'en ai vu 2-3 qui nous écoutent. Pourquoi j'en suis content? Parce que je trouve qu'ils ont une super méthode de travail qui permet on nous pose des questions, on nous pose plein de questions, on est associé complètement au processus de construction, de décision, et c'est une méthode efficace qui nous permet de nous exprimer, d'échanger, d'évoluer parfois sur des positions, donc de changer, et ça nous permet de nous découvrir un peu plus que dans le pique-nique, c'est-à-dire dans le dur, c'est-à-dire voilà comment tu vas habiter, avec qui, quelles concessions tu es prêt à faire, quelle est ta vision de l'habitat. C'est très intéressant, c'est constructif et percutant. Voilà, comme je le dis, c'est jamais facile, hein, c'est 23 familles, donc il y a des différences, mais personnellement, je suis convaincu que tout ça va amener à presque une solution individuelle pour chaque famille, parce qu'on se rend bien compte qu'on est tous intéressés, habités par cette opportunité d'habiter autrement, mais qu'on a des réflexes qui sont là et qu'on doit construire ensemble. Je terminerai en disant que notre famille, on est impatient de découvrir notre bâtiment, je dirais, et après le quartier, et après, je dirais, l'arrondissement, et après, je dirais Paris, parce que on a vraiment dans le groupe et dans l'association une forte envie de se lier aux autres, c'est-à-dire de construire avec notre voisin, notre quartier, l'arrondissement, et je pense qu'on va être, excusez-moi, c'est un peu pompeux, mais je pense qu'on va essayer d'être ouvert sur le monde. Donc c'est une réelle opportunité d'habiter pour nous pas cher à Paris et d'habiter autrement. Donc il y a quand même derrière pour moi
une vision de la vie qui est différente et c'est un projet qui a une notion un peu humaine qui est très, 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 très intéressante. Moi, j'adore mon travail, j'adore les voyages et ce projet tel qu'il se construit à chaque réunion me passionne. Donc, au nom des autres et en mon nom personnel, de ma petite famille, on vous remercie pour cette initiative. Eh ben, merci de votre intervention, en tout cas. Oui, vraiment, vous avez bien. Je pense que je vois que les autres familles vous applaudissent. Du coup, on va peut-être passer à la présentation donc, de l'équipe lauréate. Je vais juste vous réactiver le son. Donc, sur la maîtrise d'œuvre du projet. Donc, vous puissiez présenter votre projet. Je vous laisse la parole. Voilà, bonsoir. C'est un plaisir de vous présenter à la fois notre méthodologie qui a été évoquée plusieurs fois, mais également les premières intentions architecturales du projet. On est une équipe de 2 agences, franco-suisse, moi-même, Yves Dreyer, chez Dreyer Frenzel à Lausanne. Et puis, on est accompagné d'une équipe d'ingénieurs sur toutes les thématiques qui entourent à la fois la conception, mais également la réalisation de ce projet. On peut avancer. Donc, parmi les architectes, donc moi-même, Yves Dreyer, j'ai également 2 personnes dans mon agence qui travaillent de manière très active sur le projet. Oscar Gencial qui s'occupe de toute la co-conception et qui accompagne les futurs habitants dans la participation, et Ariel Curtelin qui viendra un peu plus tard dans le projet, qui est un architecte menuisier qui s'occupe de gérer toute l'autoconstruction. Et on est justement dans cet entre-là entre co-conception dont on s'occupe et conception qui est réalisée par l'agence Belval Parquet à Paris. Pierre Parquet vous présentera les développements du projet architectural. Et justement, ces amplitudes entre co-conception et conception nous guident sur un projet fait sur mesure. On peut avancer. Voilà, nous, Dreyer Frenzel, on a plusieurs expériences bâties en Suisse. C'est la première qu'on a l'opportunité de réaliser à Paris, en France. On travaille sur une architecture résolument orientée vers les usages, orientée vers les habitants. On est spécialisé dans le logement collectif et on adore finalement ce genre de prise de possession par les futurs habitants, une appropriation spontanée d'une architecture créée et dimensionnée pour justement les usages et les usagers. On peut avancer. Concernant la co-conception, donc on a 3 moments forts qui s'intercalent entre les délais de la conception qui doivent nous mener justement jusqu'à une livraison en 2025. On travaille actuellement et on s'est déjà rencontré avec Ricky et toute l'équipe des futurs habitants 3 fois, la 4e fois la semaine prochaine. On travaille actuellement sur les notions de collectivité et d'intimité. On viendra ensuite sur les notions de confort et de ressources et justement de construction, on pourrait dire autoconstruction et de matérialité par la suite. On peut avancer. Notre méthode, elle se base sur un panel de rencontres très, très différentes les unes des autres, qui vont de la réunion plénière à l'échange par visioconférence, autour de table avec les architectes ou sans les architectes, parfois uniquement aussi les habitants, et dans des groupes de tailles très, très différentes. On peut avancer. Pour arriver ensuite sur cette autre particularité qu'on souhaite mettre en œuvre, qui est l'autoconstruction, à la fois que les futurs habitants dans cette architecture d'usage soient également une ressource qui peut amener à la fois des savoir-faire, mais qui peut venir aussi juste apporter de la main-d'œuvre qui n'est pas forcément qualifiée. Vous voyez sur l'image en bas à droite, par exemple, la pose d'un parquet avec des matériaux de récupération, de réemploi, des anciens cadres de fenêtres en bois. On peut avancer. L'autre élément qui guide notre travail dans la co-conception, c'est de ne pas donner tous les éléments à la discussion, justement. C'est ce fameux fond de scène que vous voyez sur la gauche. Il est non discuté. C'est les éléments structurels, c'est les éléments économiques, c'est les éléments environnementaux. C'est le nombre d'appartements. C'est finalement aussi d'apporter une garantie que le projet pour Paris Habitat il soit faisable et il soit réalisable.
Et 2 éléments ensuite qui sont portés à discussion, les scénarios qu'on discute actuellement selon des thématiques et les scénarios qui sont mentionnés dans nos plans d'une autre couleur, qui sont ceux qu'on discutera plus tard. On peut avancer. Un des éléments importants de la co-conception, c'est de travailler sur différentes échelles, avec différentes personnes et dans des groupes potentiellement aussi très différents dans leur taille et dans les gens qu'on rencontre. Il faut savoir que la co-conception, ce qui est intéressant de travailler, je dirais, au-delà des choix, c'est de constituer un groupe, un voisinage qui existe avant le jour où on rentre dans son appartement. Et ce panel, il va du quartier jusqu'aux chambres, des riverains, du tout public, jusqu'aux individus. On appelle ces entre-deux, ces interactions entre ces différents mondes, des seuils dans l'architecture, et il y en a 3 qui seront traités par les usages collectifs, ceux du quartier, ceux de l'immeuble et ceux du palier. On peut avancer. Voilà, la particularité au niveau du quartier, pour revenir à cette échelle-là, c'est le lien qui se fait avec la rue Boissonnade. C'est aussi cette flèche verte qui relie des usages collectifs et communs à l'échelle du quartier. On peut avancer. À l'échelle de l'immeuble, l'idée est de configurer une collectivité qui permette de libérer de l'espace dans les appartements, de pouvoir mutualiser à la fois une buanderie, une cave, un jardin potager, il y a plein d'autres exemples. On peut avancer. Et à l'échelle du palier, justement, dans une collectivité d'environ 5 ménages, de trouver des identités pour chaque palier, pour chaque étage, de nouveau dans une mutualisation qui n'est pas forcée, mais qui est discutée. Là, les exemples garde-manger, rangement d'étage, une bibliothèque, une ludothèque, éventuellement un WC partagé. On peut avancer. Voilà, comme je l'ai dit, on s'est rencontrés 3 fois, la 4e arrive très prochainement. On a en face de nous un groupe très homogène et très soudé qui se connaît déjà très bien. Notre travail est de discuter justement les différentes thématiques qui permettent de faire émerger la collectivité et cette collectivité, finalement, cet esprit de voisinage. Je passe la parole à Pierre Parquet qui va vous montrer les premières intentions architecturales. Merci beaucoup. Alors, bonsoir à tous. Comme vous l'avez peut-être compris, on a été désigné lauréat de cette consultation, non pas sur un projet, mais sur une méthodologie et des intentions. Et donc là, nous sommes en phase d'esquisse, en train de développer le projet avec les habitants. Et je vais donc ici vous présenter un peu les grands principes urbains sur lesquels nous sommes en train de travailler et que nous partageons avec l'ensemble des partenaires. Un des premiers, donc on a 4 grands principes. Le premier, c'est l'idée de travailler sur une façade domestique sur la rue Boissonnade. Vous voyez ici ce collage un peu qui nous anime et nous interpelle. L'idée que tout d'un coup, on va venir dans cette rue Boissonnade travailler une façade qui parle à la ville, qui parle à la sédimentation de la ville. La rue Boissonnade en est un merveilleux exemple avec des architectures d'époque vraiment différentes. Et tout d'un coup, Lepage, en fait, il est à la convergence de ces dynamiques urbaines entre la rue Boissonnade et puis le quartier Saint-Vincent-de-Paul à l'arrière. Ici, vous voyez d'ailleurs en bas un des projets que nous sommes en train de réaliser dans le 17e, avec l'idée tout d'un coup, comme vous le voyez, un rapport avec l'haussmannien, les éléments de Faubourg, comment on s'inscrit dans le contexte de la ville de Paris, dans son histoire, et comment on peut réussir à faire des projets contemporains tout en étant dans cette sédimentation. Vous pouvez mettre la suivante. L'idée aussi, c'est de travailler sur le rapport au sol. Donc, le bâtiment Lepage va être le bâtiment d'entrée, le bâtiment de rotule, le bâtiment pivot entre le quartier, le 14e, et puis le quartier Saint-Vincent-de-Paul. Dans notre intention, on veut adresser le quartier à partir de Lepage. Et pour ça, on a l'idée, ou en tout cas la volonté, de mettre en place une galerie d'entrée qui va élargir en fait la voie d'accès qui va relier en fait la rue Boissonnade à la voie circulaire de quartier Saint-Vincent-de-Paul, dans l'idée de mettre en place des usages, un passage un peu plus grand, et aussi accueillir un principe de cour anglaise. Comme vous pouvez déjà le constater, il y en a quelques-uns
qui existent sur le quartier Saint-Vincent-de-Paul dans les bâtiments existants. Et donc, on essaye de se référer à cette architecture-là. Voilà. L'idée, c'est de mettre en place, comme l'a dit Yves, des seuils entre les différentes strates quartier, enfin ville, quartier, logement, et ça en fait partie. Vous pouvez mettre la suivante. L'idée également, c'est de mettre en place, en liaison avec les questions des usages et de la manière dont on va habiter ici, un jardin vertical. L'idée, on a les habitants avec nous, c'est une merveilleuse ressource et ils sont dans une appétence forte pour cela. On veut s'inspirer de la Fondation Quartier qu'on a en face, ce magnifique espace jardin, pour mettre en place un jardin vertical où la végétation va être à tous les niveaux du projet. C'est-à-dire qu'on va, premièrement, déjà mettre plutôt le collectif sur le cœur d'îlot, sur le quartier Saint-Vincent-de-Paul, avec l'idée d'avoir un jardin potager dans les espaces bas, des coursives de distribution qui seront végétalisées, et les toitures également seront très, très végétalisées, notamment pour régler les problèmes de gestion des eaux pluviales à la parcelle. Dans notre équipe, on a un paysagiste et puis on est en train de travailler avec les habitants sur la définition précise de ces espaces paysagers et végétalisés. Un dernier point, c'est l'idée que le page est un peu un emblème du quartier dans le sens où il est au pivot et il donne une façade sur la rue Boissonnade. On travaille activement avec l'aménageur Paris Métropole Aménagement, avec Agnolji Beltrando, architecte coordonnateur du quartier, sur la manière dont on relie l'ensemble du projet urbain, comment le page s'insère à l'intérieur de ça, comment d'une certaine manière on peut donner un air de famille et un dialogue entre l'ensemble des bâtiments. On travaille du coup sur les façades et donc là, voilà, c'est les premières intentions. L'idée aussi, c'est que on travaille sur ce qui se passe également sur le projet. On essaie de mettre en œuvre un dialogue avec les autres architectes, avec les habitants, etc. On peut changer, mettre la suivante. Un petit rappel juste de la position de Lepage, ce dont on vient de voir. En fait, le page se situe donc à l'interface entre la rue Boissonnade et le quartier Saint-Vincent-de-Paul. Il est ouvert au sud, en fait, sur le bâtiment Le Long qui le jouxte, qui est vraiment à proximité, et puis sur ce jardin de la Fondation Quartier, comme vous pouvez le voir. L'idée ici, c'est ce qu'on voit aussi, c'est que le page vient finir en fait l'îlot constitué qui vient à l'angle entre le boulevard Raspail et la rue Boissonnade, et c'est un élément important dans les esquisses ou les choses que nous sommes en train de définir. Vous pouvez mettre la suivante. L'idée, comme je vous le disais dans les intentions, on voit que le page, en fait, il est totalement ouvert sur le jardin de la Fondation Quartier et puis sur le quartier Saint-Vincent-de-Paul plus généralement. L'idée générale, c'est de dire que toute la collectivité est ramenée sur le quartier Saint-Vincent-de-Paul, tandis que les façades qui vont être rue Boissonnade et voies d'accès vont plutôt être des façades ordinaires, des façades banales, où ça sera plutôt l'individualité qui primera. L'idée générale, si vous mettez la suivante, on le voit ici, donc c'est un schéma de l'organisation du projet. On a défini, on est en train de définir avec les habitants une distribution du bâtiment qui se ferait en coursive, dans l'idée que ces coursives soient les espaces extérieurs des logements. Donc, comme on le voit, ces coursives seront plutôt en cœur d'îlot. On voit également en bleu un socle urbain qui permettra de relier l'ensemble du sol entre la rue Boissonnade, la voie d'accès et la rue circulaire, dans l'idée, l'imaginaire des bâtiments parisiens, un socle large assez haut pour régner sur l'ensemble de la rue. Et si vous le mettez la suivante, l'idée également de ramener en fait toute cette collectivité et avoir la cour collective plutôt à l'arrière. On va aussi avoir un potager donc au R+1 qui permettra aux coursives de profiter en fait de la vue de ce potager. Si vous mettez la suivante.
Alors, le travail est vraiment en cours. On a commencé avec cette méthodologie et c'est surtout la co-conception qui est aussi le moteur de nos réflexions. Donc, c'est assez particulier et singulier dans notre travail d'architecte. Ça change un peu les manières de procéder, les manières de faire. Là, vous voyez une maquette d'études qu'on est en train de réaliser. On voit ce bâtiment en forme de L qui vient donc créer une cour collective plutôt vers Saint-Vincent-de-Paul et la Fondation Cartier. Le bâtiment, le page, du coup, vient finir l'îlot constitué et vient s'aligner à l'héberge et vient être dans les gabarits de l'héberge voisine, tout en s'en détachant d'ailleurs. Et si vous mettez la suivante, on verra, ça c'est côté rue Boissonnade, où on voit qu'on a des larges retraits qui d'ailleurs correspondent, qui sont plus marqués que le bâtiment voisin, où on voit donc cette voie d'accès dont je vous parlais tout à l'heure entre la rue Boissonnade et la rue circulaire, l'élément en jaune, et on voit qu'au rez-de-chaussée, on a une surépaisseur qui vient être créée pour vraiment avoir l'idée d'ouvrir en fait le quartier sur la rue Boissonnade. Et je pense que voilà. Merci beaucoup. Alors, on a pas mal de questions. Je vous propose de commencer par les questions sur le... On a un beau lot de questions sur le BRS. Du coup, je vais ouvrir le... Et Paris Habitat. Voilà. Donc, on a une question sur est-ce que donc une personne qui dit je comprends que le libre dont 8% BRS, donc est-ce que le BRS n'est pas soumis à un plafond de ressources? Alors, une autre qui dit est-ce que lorsqu'on revend, est-ce que l'acheteur repart pour 99 ans? Et plusieurs questions sur le fait que est-ce que les retraités peuvent accéder au BRS? Je vais vous laisser. Ah oui, alors, pardon. Oui, pardon, la première question vient de m'échapper. Oui, non, le BRS, bien sûr, est soumis à des plafonds de ressources, hein, comme j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure. Donc, c'est en effet pas du logement libre, c'est du logement en accession sociale à la propriété soumis à plafond de ressources. Sur la deuxième question, est-ce que le bail repart pour 99 ans? Oui, c'est toute la spécificité du bail réel solidaire, c'est qu'il se recharge en fait à chaque mutation pour la même durée que la durée initiale. Donc en l'occurrence, 99 ans, donc quand on vend, son logement, la personne qui rachète a à nouveau un bail, de 99 ans. Et pardon, je suis désolée, la dernière question Est-ce m'échappe. que les retraités peuvent accéder au Pardon, BRS? merci. Oui, enfin, il y a absolument pas de discrimination, sur des professions ou des âges. Après, les logements que l'on construit en BRS sont souvent, des typologies familiales, donc c'est-à-dire à partir du T3 et donc nous, évidemment, dans nos objectifs, il y a le fait de faire coïncider la composition, familiale avec, le logement. Donc c'est sûr que, par exemple, un T3 sera plutôt attribué à un ménage qui a un enfant, quoi, par exemple. Voilà, mais ce qui n'empêche pas qu'il y a aussi, des T2 et que du coup, c'est possible, pour des Sur familles sans enfants. sur les attributions, donc il y a une personne qui demande si quand on perçoit, l'aide adulte handicapé, est-ce qu'on a accès au BRS? Quand on est sélectionné pour un logement, est-ce qu'on peut choisir sa localisation, son étage par exemple? Et y a-t-il des personnels soignants parmi les 23 familles choisies? Alors, donc sur cette dernière question, oui, il y en a plusieurs ménages qui font partie du milieu médical et puis, comme je vous l'avais dit, hein, dans les lettres de motivation qu'on avait pu, avoir, il y avait, en effet, pas mal de candidats du milieu, médical et qui avaient un attachement, tout particulier à Saint-Vincent-de-Paul et on en a retenu, quelques-uns. Sur le fait de percevoir une allocation et de pouvoir, accéder, au BRS, bien sûr, le critère, c'est, de respecter les plafonds de ressources, mais du coup, on peut percevoir une allocation, être sous les plafonds de ressources et donc être éligible, tout à fait, au BRS. Et puis est-ce qu'on peut choisir son logement? Oui, alors
Le projet du Lot-Lepage à Saint-Vincent-de-Paul est spécifique, puisque c'est un projet, comme on l'a vu, en habitat participatif, ce qui fait que les ménages, ne choisissaient pas, spécifiquement un logement quand ils ont candidaté. Ils choisissaient une typologie de logement, et maintenant, en fait, ils sont en train de construire, collectivement, leur immeuble. Donc c'est une démarche particulière. Sur les programmes, en BRS qui ne seront pas, en participatif, qui seront classiques, si je puis dire, oui, l'idée sera bien de candidater sur un logement en particulier. Donc, si vous voulez candidater, vous candidatez, sur, le logement, qui est au 3e étage, et cetera et qui fait telle surface. Du coup, je rebondis avec la question, est-ce qu'il y a d'autres opérations de BRS dans Paris? Bien sûr, il y en a d'autres, en projet, et vous pouvez avoir accès, donc sur notre, site, internet, de la foncière, aux dates, donc à une carte déjà qui montre les différents projets qui sont en cours et puis à leur, date, estimative de commercialisation. Les prochaines auront lieu, en 2023 maintenant. Merci. Et alors, on a quelques personnes donc c'est plutôt un commentaire qu'une question, qui disent qu'ils n'ont pas eu de réponse suite à leur dépôt de dossier. Voilà. Et on a aussi une question sur quelles sont les typologies de logements qu'il y a dans le Lepage. Alors, sur les typologies de logements, dans Lepage, on a 2 T2, et le reste qui est en T3 et T4. Et sinon sur les autres, questions, donc a priori, nous, on s'est efforcés à répondre à tout le monde, donc à savoir aux 2 691 candidatures reçues. Non seulement répondre, mais même, on avait fait appel à un prestataire extérieur pour, aider, tout le monde, à compléter son dossier lorsqu'il était incomplet. Donc il y a eu même des allers-retours, avec chacun des ménages, sur la complétude, des dossiers. Voilà, mais après, c'est peut-être pas un sujet qu'il faut traiter ici. Donc, il y a une adresse mail générique de la foncière qu'on pourra mettre et nous répondons à toutes les questions et sollicitations, notamment d'ordre privé, enfin personnel. Du coup, la personne, je pense, qui a posé la question sur les typologies veut simplement savoir une petite précision, combien de T3, combien de T4? Je ne sais pas si... Oui, pardon. Je vous le dis dans 2 secondes. D'accord. Si vous souhaitez, je peux répondre à la question. Allez-y, Céline. Céline Dias, Paris Habitat. Donc, nous avons un T1 qui se trouve en logement familial côté Paris Habitat. Nous avons 3 T2, dont un T2 pour Paris Habitat et 2 T2 pour la foncière de la ville de Paris. Pour les T3, nous en avons 12, dont 8 pour la foncière et 4 pour Paris Habitat. Concernant les T4, nous en avons 15, 12 côté foncière et 3 côté Paris Habitat. Et enfin, pour les T5, nous en avons 2, répartis équitablement entre foncière de la ville de Paris et Paris Habitat. Voilà. Merci. Je vous propose de passer à un lot de questions plus sur la forme du bâtiment, le retrait, le nombre d'étages. Alors, il y a plusieurs fois, il a été demandé le nombre, combien d'étages a le bâtiment Lepage? Je pense que c'est... Je vais vous activer le son. Voilà. Oui, alors actuellement, donc, on est en train de travailler là-dessus. Pour l'instant, le bâtiment donc, a un rez-de-chaussée plus 7 niveaux et il a la même gabarit que le bâtiment voisin. Voilà. Il rentre dans le gabarit du bâtiment voisin. Très bien. Et puisque, donc, OK. Et est-ce que vous avez prévu la construction d'un retrait comme il en avait été discuté? Alors ça, je laisse peut-être l'architecte coordinateur répondre, mais nous, on a bien très prévu en relation avec le règlement du PLU de Paris, avec un retrait dans les étages supérieurs qui vient notamment comme les retraits qu'on retrouve sur les bâtiments voisins. Alors, c'est Anouk Beltrando. Voilà. Normalement, Oui. vous pouvez parler. Oui, c'est bon. Je ne sais pas si vous nous entendez. Très bien. OK. Oui.
Non, mais en effet, il y a un travail qui est mené, qui est en cours là, avec les architectes. On a déjà eu plusieurs ateliers sur la morphologie, la manière de s'insérer en finesse avec la rue, bien sûr les retraits par rapport à la rue Boissonnade, par rapport au passage qui sera créé, au passage d'accès au quartier Saint-Vincent-de-Paul, et puis la rue Boissonnade, et bien sûr dans le respect du PLU également. C'est un tout qu'on regarde très attentivement avec Paris Métropole Aménagement et qui est conforme au travail sur la fiche de l'eau et qui a été mené en préalable du travail des architectes. Donc, le retrait est prévu à partir de quel étage, demande le chat? Le retrait, il me semble. Et à partir du R+5. R+5, ok. Merci. Et peut-être une petite précision à apporter sur le dernier niveau, justement, le R+7, qui est construit uniquement sur une partie de la surface de l'étage. Il vient totalement en retrait, qui ne vient pas toucher les berges voisines et qui est vraiment adressé sur la partie du quartier Saint-Vincent-de-Paul. Merci. Donc, Monsieur Schlumberger demande de ne pas oublier les réflexions qui ont été faites durant la concertation sur l'ensemble de la ZAC. Voilà. Et vous avez prévu combien? Alors, la fin de Lepage, est-ce qu'elle est bien prévue, la livraison du bâtiment Lepage est-elle bien prévue en 2025? Et est-ce qu'il est prévu une mise à jour de la brochure Saint-Vincent-de-Paul? Donc ça, je pense que je vais plutôt... Voilà. Alors, la livraison de Lepage. La livraison de Lepage est bien prévue pour l'instant en 2025, en effet. Et sur la brochure Saint-Vincent-de-Paul, la mise à jour, je suppose, suite aux livraisons des différentes phases. Alors, je ne saurais pas répondre comme ça. Est-ce que Corinne Martin est avec nous? J'imagine qu'il y aura une mise à jour à un moment donné, mais je ne suis pas sûre qu'elle soit en cours. Mais voilà, là, pour le coup, je laisse Corinne répondre si elle est là. Je lui demande. Je ne sais pas. Voilà, excusez-moi, je ne pouvais pas accéder au fond. Bon, oui, bien sûr. La brochure sera mise à jour. Merci. Voilà, elle est en cours. Hop, alors, quelle est la période des futurs appels à candidature pour les futurs bâtiments du quartier? Je pense que c'était ça. Ça, je pense que je peux répondre si Adeline en plus a un petit problème avec son micro, mais en gros, donc sur le seul bâtiment où il y a d'autres BRS sur la ZAC, c'est le bâtiment Le Long, où il y a 25 logements BRS. Ce sera avec la foncière d'Habitat et Humanisme. Et pas la foncière de la ville de Paris. Et pour la commercialisation, l'appel à candidature sur ces logements-là, ce sera dans le même temps que la commercialisation justement des autres logements en accession du lot. Donc ça, c'est pas encore calé précisément. A priori, on serait sur fin 2022, début 2023 pour ces logements-là. Merci. Et alors, on nous dit, donc sur septembre 2022, pour le permis de construire, la personne dit, est-ce que c'est réaliste vraiment comme vision? Et j'ai aussi des questions sur le nombre d'étages du bâtiment Pinard et du bâtiment Le Long. Donc, c'est répondre sur la fin de la question et après passer la parole à Paris Habitat et la foncière sur le dépôt du permis. Mais en gros, sur Pinard, on est sur un R+2, on surélève que partiellement le bâtiment. Et sur Le Long, on est sur un R+7, donc avec une surélévation de 3 niveaux au-dessus du bâtiment existant, en retrait, avec un système de gradin également.
Merci. Voilà. Et du coup, est-ce que la date, est-ce que septembre 2022 sur le permis de construire, ça semble réaliste? Alors, oui, c'est un calendrier qui est ambitieux mais réaliste. Nous avons un calendrier de travail avec à la fois la maîtrise d'œuvre et l'ensemble des partenaires pour pouvoir le tenir. Donc, il nous amène jusqu'à l'été à poursuivre les démarches d'ateliers participatifs et donc de conception sur le projet. Merci. Alors, j'ai des questions sur, donc, est-ce qu'il y aura des ascenseurs sur le page et où est-ce que s'effectuera l'entrée et est-ce que tout le bâtiment est accessible, je suppose, accessible, oui, c'est ça, PMR. Alors, je vais peut-être vous remettre ça. L'accès se fera depuis en fait la voie d'accès. C'est pour l'instant son nom. Non, la voie d'accès, c'est la voie perpendiculaire à la rue Boissonnade qui mène jusqu'à la rue circulaire, exactement, à peu près au centre. Voilà, d'ailleurs, vous voyez un peu. Donc là, on aura un adressage du lot Lepage à ce niveau-là. Et en effet, il y a bien un ascenseur et le projet respecte la réglementation d'accessibilité aux personnes en situation de handicap. Merci. Alors, j'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions. Voilà, dites-le moi sur le chat si on avait oublié une question ou une question vous venez, commentaire vous venez. Bon, a priori, on a fait le tour. Merci donc d'avoir répondu. Alors, un retrait des étages supérieurs. Alors, d'où le retrait global du bâtiment comme actuellement retrait aux étages supérieurs. Je ne suis pas au clair sur cette question, Monsieur Schumberger. Voilà. Où est-ce que vous en êtes actuellement de votre projet en tant qu'architecte? Je pense que c'est ça la question. Oui. Ah, il réécrit. Je vous la donne 10 secondes. Vous m'entendez? Oui. Merci beaucoup. 10 secondes. Lors de la concertation avec Yannick Beltrando et acté dans la concertation, il y avait 2 retraits. D'une part, le bâtiment dans son ensemble était en retrait de quelques mètres, comme il est aujourd'hui. Et là, dans le schéma que vous avez sur la page, je ne le vois pas en retrait. Deuxièmement, les bâtiments supérieurs étaient en retrait. Et là, ça me semble être le cas. Donc, ma question est, pourquoi est-ce que l'ensemble du bâtiment n'est pas en retrait de quelques mètres, comme c'était convenu et comme c'est le cas actuellement, de la rue Boissonnade? Merci beaucoup. Merci. Ah oui, et c'est vrai qu'on avait oublié aussi la question sur est-ce que les rez-de-chaussée, c'est de l'habitation ou est-ce que c'est du commerce? Donc voilà, donc la question de Monsieur Schumberger sur le retrait général du bâtiment et sur le socle. Alors pour répondre en tout cas sur le projet actuel, le bâtiment sur la rue Boissonnade dans les étages bas vient s'aligner avec les façades voisines pour tenir la rue. Et on a bien un retrait dans les étages supérieurs. Voilà, je ne sais pas si je réponds à la question. Apparemment, oui. Et alors, est-ce que c'est un socle actif ou est-ce que c'est de l'habitat? C'est principalement de l'habitat. On a des locaux vélos, on a des locaux supports et voilà, il y a une réflexion pour peut-être avoir un petit local d'activité, mais en tout cas, c'est principalement de l'habitat. Ce bâtiment est un bâtiment d'habitation. Merci. Alors, peut-être on va clore ici. Les 43, on s'était dit 40. On n'est pas trop mal. À qui je laisse la parole pour vous dire
au revoir. Sachant que donc normalement, et vous me dites si je dis des bêtises, je parle sous votre contrôle, donc la réunion est enregistrée, l'enregistrement sera disponible donc sur le site, sur le blog Saint-Vincent-de-Paul. Pour, voilà, si vous souhaitez avoir accès notamment aux slides qu'on s'est passés. Qui souhaite conclure? Merci beaucoup, en tout cas, pour les architectes. Merci beaucoup. Bon, en tout cas, alors je vais conclure puisque... Ah. Oui, nous, je voulais dire merci à tous les participants et à toutes les participantes, et puis merci aux équipes. Et je crois qu'on a prévu de faire un nouveau point public avant le dépôt du permis de construire, comme c'est un peu la coutume dans le 14e arrondissement. Donc, du coup, la présentation et les arguments, en tout cas ce soir, étaient assez clairs et précis. Et voilà. Agnès Non, on reviendra vers vous avant le dépôt du PC, et puis comme ça, on verra des images plus finalisées que ce n'est aujourd'hui. Voilà. Merci. Bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée. Merci. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir.